Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel hebdo. Nous sommes cette semaine du côté du musée militaire de Vincé. Je rappelle que nous fêtons cette année les 80 ans du débarquement en Normandie. On en parle tout de suite. Je suis avec Pascal Lénert, bonjour. Bonjour Anaïs. Vous êtes conservateur bénévole ici au musée militaire de Vincé. On a une collection ici d'une richesse incroyable. Combien on a de pièces par exemple, si vous savez? Alors ça c'est une bonne question. On a toujours dit effectivement qu'on essayerait de les compter un jour parce qu'il y a plusieurs milliers de pièces ici à l'intérieur du musée. Oui, il y en a des toutes petites aussi. Des toutes petites, des beaucoup plus grosses, des véhicules, des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, mais très honnêtement, je ne pourrais pas vous dire des milliers et des milliers de pièces, quoi. C'est des collections privées, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, collection privée privée, en fait, hein. Oui, plus collection municipale, puisque le musée à l'origine était un musée qui était un musée privé, qui avait été créé par M. Jacques Kleber, l'ancien conservateur du site industriel de l'entreprise Boussac. Et donc, il était collectionneur et à un moment de sa vie, il a souhaité donc vendre sa collection à la municipalité qu'il a rachetée. Et nous, les collectionneurs privés qui étions associés avec lui, on est restés ici au musée. C'est nous qui gérons en fait le musée avec la commune de Vincé, bien sûr. Alors, quelles périodes sont retracées ici ? Alors ici, on couvre principalement les périodes qui vont de 1914 à 1962. En fait, tous les conflits contemporains du siècle dernier. D'accord. Et donc des objets de toutes sortes que vous dégotez où et comment? Est-ce qu'il y a des marchés pour ça? Est-ce que voilà, vous faites aussi des vides-greniers? Alors effectivement, on va bien sûr dans les vides-greniers, même si aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de trouver encore des objets de ces époques-là. Ouais. Par contre, il y a encore ce qu'on appelle des bourses d'antiquités militaires. Et d'ailleurs, nous en organisons une le 8 mai prochain. Donc on invite bien sûr tous les gens à venir la découvrir. Et là, on peut trouver effectivement, par le biais de marchands, des objets, quoi. Donc il y a un vrai marché pour ça aujourd'hui. Oui, c'est des objets de collection. Ce sont des objets de collection qui ont une certaine valeur pour certaines pièces, oui. Est-ce qu'on connaît toujours l'histoire des pièces qui sont présentées? Il y a une petite recherche qui est faite aussi. Alors, on ne connaît pas l'origine forcément de toutes ces pièces, mais il y a quand même quelques pièces qui ont effectivement des histoires. Et lorsqu'on fait des visites guidées, bien sûr, on les met en avant. Quand on s'arrête devant chaque vitrine, on ressort un petit peu l'objet et puis on en discute avec les gens, quoi. Donc, voilà, vous êtes un passionné depuis tout petit, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie en tout cas, qui vous a encouragé à aller dans cette voie? Alors j'ai commencé en fait à l'âge de 8 ans. J'en ai 63 aujourd'hui. Ça fait un petit moment alors. Ça fait un petit moment. Et en fait, mon grand-père était un ancien poilu de la Première Guerre mondiale. Et il habitait sur la ligne de front à 20 km de Nancy, puisqu'il ne faut pas oublier qu'entre 1871 et 1914, il y avait une grande partie de l'Alsace et de la Lorraine qui avait été annexée par l'Allemagne. Et donc, la frontière se trouvait, en fait, la Seille, la rivière la Seille faisait la frontière à ce moment-là. Et donc, mon grand-père habitait à Lanfroicourt. Et il y avait eu des combats dans les coins-là. Et un jour, je suis allé sur le champ de bataille, parce qu'on en discutait toujours avec mon grand-père. Et c'est ça qui m'a donné, en fait, la passion de récupérer les objets à l'époque-là, quoi. Et lui-même, il avait des objets qu'il vous a transmis? Oui. J'ai encore d'ailleurs son livret individuel de soldat. Il avait quelques objets, effectivement, que j'ai récupérés, qui sont ici au musée exposés, quoi. Ouais. Merci Pascal, on se retrouve dans un instant, on fait une première pause. C'est un reportage de nos archives et on se retrouve juste après. Les couleurs du drapeau américain hissé ce dimanche à Bruyères, un hommage 78 ans plus tard. Après une période d'enlisement, la bataille de Bruyères pour la libération débute le 14 octobre 1944. Les Bruyérois sont restés terrés dans leur cave pendant 2 mois. C'était un déluge de feu et d'obus qui tombait parce que les Américains prenaient position sur cette montagne. Donc c'est la île 555 ici. Et donc les Allemands étaient, eux, les Germaniques, ils étaient sur le Mirador. Ce qui fait que ce sont 2 monts. Et vous avez la ville de Bruyères au milieu. Donc tout ce qui n'arrivait pas sur l'un ou sur l'autre, vous voyez où ça tombait.
Le 442e régiment d'infanterie est formé de Nippons américains, la plupart issus de Californie et d'Hawaï. Après le drame de Pearl Harbor, les Hawaïens sont soupçonnés d'avoir aidé les Japonais. Participer au combat sous la bannière étoilée, c'est une façon de prouver leur loyauté. Une page de l'histoire américaine s'est jouée dans la région. Les familles ont tenu à faire le déplacement. On n'était jamais venus ici, mais on a entendu beaucoup d'histoires et on voulait voir où toutes ces histoires se sont passées. On était tous d'accord, donc on a fait le voyage pour mettre des images sur les mots, là où se sont déroulées les batailles, et aussi voir la cérémonie en elle-même et tout ce qui est en lien avec ici. Il fallait le faire une fois dans la vie. Pourquoi c'est important ? J'ai voulu venir pour assister à la commémoration de la libération de la France et de cette région, parce que les soldats de la section Nisei sont passés par ce lieu. C'est important de conserver la liberté partout dans le monde. C'est une cérémonie magnifique. C'est mon oncle que j'ai perdu dans cette bataille. C'est vraiment particulier pour moi de venir ici et de participer à la commémoration. Là où il est mort, là où ils sont tous morts lors de ce sacrifice. Je suis vraiment très ému. Au vu de la dureté des combats, le 442e régiment reste encore de nos jours le régiment américain le plus décoré. Difficile de chiffrer les pertes humaines, mais c'est à ce prix qu'Hawaï, sous tutorat américain jusqu'en 1959, est devenu État fédéré, devenant ainsi la 50e étoile du drapeau des États-Unis. Nous sommes de retour au musée militaire de Vincé. Je suis toujours avec vous, Pascal Henner, et Francis Grand-Jacot nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a vu dans ce reportage des passionnés avec du matériel d'autrefois. Vous aussi, vous êtes passionné, Francis? Très passionné, comme tout le monde ici. Vous êtes bénévole ici au musée depuis quasiment ses débuts, c'est ça? Quasiment, oui. Des années 85 à peu près. Et vous aussi, vous possédez des... Alors venez, on va avancer un petit peu. Vous possédez aussi du matériel que vous avez ou pas forcément? Non. En tout cas, vous le connaissez très bien. Voilà, par cœur. Et du coup, Pascal, chaque année, combien de visiteurs ici au musée? Alors un petit peu plus de 5000 visiteurs tout au long de l'année. Enfin, notamment entre le 8 mai et le 11 novembre, qui sont les journées, en fait, les jours d'ouverture du musée, quoi. Et donc, il y a des visites organisées, des visites guidées, notamment. Vous par exemple, vous proposez des visites guidées, Francis? Oui, aux écoles, aux anciens, qui font partie des anciens combattants, ou à certaines associations. Et c'est quoi les profils finalement de ces visiteurs? Est-ce que c'est des gens qui viennent du coin ou alors vous arrivez à capter aussi des touristes, notamment l'été, parce que vous êtes ouvert aussi pendant cette période? Oui, l'été, on a pas mal de touristes. Des Hollandais, on a des Belges. Donc là, ce musée-là, vous le disiez tout à l'heure, ça retrace... la période, vous m'avez dit 1914-1962, en fait, tous les conflits du XXe siècle, en fait. Mais il y a un projet d'agrandissement pour pouvoir augmenter la période également, parce que finalement, il y a eu des guerres, alors pas chez nous, mais il y a eu d'autres guerres avec du matériel militaire qu'on peut retrouver, et il y a des travaux en cours dans oui, le alors musée. Francis, c'est un petit peu le maître d'œuvre de tous les travaux ici. C'est un petit peu le chef des travaux. On est en train de monter une petite salle, là, qu'on va dire qu'on démarre des années 70. Donc la génération des gens qui ont fait leur service militaire, déjà jusque dans les années 90, mais après on va continuer un petit peu pour faire l'évolution de l'uniforme. Donc jusqu'à nos jours finalement. Jusqu'à nos jours. Et alors le matériel là est peut-être plus facile à trouver? Oui, en ce moment c'est très facile à trouver. Que beaucoup de retraités nous donnent leur partie de leur équipement. Et vous nous disiez hors caméra, Pascal, que ce qui est intéressant, c'est que les gens sont encore là pour en parler, ce qui n'est plus le cas des poilus ou des personnes qui ont combattu en 39-45. Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu la première guerre du Golfe en 1991. Alors 1991-2024, donc ça veut dire que ça remonte déjà à une trentaine d'années et que ce sont aujourd'hui des anciens combattants qui ont quand même une cinquantaine d'années. Donc il ne faut pas les oublier. Puis vous avez eu le conflit, vous avez le Mali, vous avez toutes ces périodes-là. Donc on essaye en fait d'étendre le musée vers ces périodes-là, quoi. Donc je pense qu'en France, on ne connaît pas énormément de musées comme celui-ci, je veux dire, qui couvre toutes ces périodes-là. Bien sûr. Oui. Donc voilà, ça, ce sera prévu pour quand, à peu près?
On va commencer un petit peu l'année-ci, mais l'année prochaine, Ouais. ça sera vraiment officiel. Je pense On va que venir voir ça de nos propres yeux. l'inauguration aura certainement lieu l'année prochaine en 2025. On veut se laisser quand même le temps de faire quelque chose de propre et de sympa, quoi. Voilà. Très bien, merci. On clôt cette deuxième séquence. Merci d'avoir été avec nous, Francis. Pascal, on se retrouve dans un instant. Vous le disiez, du matériel contemporain, parce que oui, les militaires sont là. Ils ont beaucoup de travail d'ailleurs, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Et on avait rencontré des jeunes l'année dernière qui sont partis découvrir la marine du côté de Brest. On regarde tout de suite et on se retrouve juste après. Des images qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur Vosges Télévisions, tournées pas plus tard que la semaine dernière, celle de la rade de Brest et plus précisément de la base navale, ex-arsenal de près de 200 hectares et où 10 000 militaires et civils se côtoient chaque jour. Un site stratégique qu'ont eu la chance de visiter 24 jeunes Vosgiens, la plupart spinaliens. Durant une semaine, ils se sont en effet immergés dans le monde de la marine nationale dans le cadre d'une PMM, préparation militaire marine. C'est simplement un stage de découverte de la marine et d'initiation à la défense. La marine offre plus de 50 métiers et grâce à cette période bloquée à Brest sur la base navale, nous sommes accueillis chaque jour par différentes unités qui nous présentent leurs spécificités. Donc les jeunes, au bout d'une semaine, ont pratiquement découvert 80% des métiers de la marine. Entre tests et évaluations, une préparation militaire dure 1 an à raison d'une douzaine de samedis. Et de cette période bloquée, donc à Brest, l'antichambre de la marine dans laquelle nos jeunes Vosgiens ont pu tirer au FAMAS, naviguer sur le voilier école la Grande Hermine, découvrir le simulateur de l'escadrille de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qu'on ne verra pas sur ces images, les caméras n'y étant pas acceptées, et visiter également cet autre simulateur d'une passerelle de frégate de surveillance plus vraie que nature. Tous les bâtiments, toutes les passerelles à Brest et à Cherbourg passent ici au simulateur pour qu'on les évalue, voir s'ils sont capables de naviguer seuls. On les évalue au simulateur, mais on les évalue aussi sur leur bateau en mer. J'ai eu, je pense, le déclic. Je pense que c'est ici que j'aimerais aller. Enfin, j'aimerais aller sur notamment une frégate si c'est possible. Mais en tout cas, sur les bateaux, c'était déjà mon vœu. Mais là, en voyant les chefs de quart, tout ça, je pense que c'est ce que je veux vraiment. J'aimerais être dans la gendarmerie ou dans l'armée de terre, donc je trouvais que c'était un bon compromis de pouvoir découvrir le monde militaire une fois par semaine au sein d'une PMM avec des gens de mon âge. Un des grands moments de ces 5 jours en Bretagne fut sans doute la visite de la base d'aéronautique navale de Landivisiau dans le Finistère. C'est ici que l'on procède à la maintenance des flottilles de chasse de l'aviation embarquées. On parle ici et notamment de maîtrise de l'espace aérien au-dessus de la mer. Vous avez dit Rafale. Mais la marine, sur terre, sur mer ou dans l'air, ce sont encore les anciens ou la relève qui en parlent le mieux. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'esprit de cohésion, l'esprit de corps et le fait de pouvoir appartenir à quelque chose de plus grand que soi. J'ai pendant 33 ans embarqué à bord de différents bâtiments de combat. J'ai fait à peu près 15 ans à l'étranger. J'ai trouvé dans la marine une seconde famille. C'est peut-être pour ça aussi que je fais de la réserve, pour garder le lien avec cette grande famille. À l'issue, à peu près 15 à 20% vont faire l'acte d'engagement. D'autres vont continuer leurs études supérieures, vont finir leur BTS et ensuite feront un engagement. À peu près 30% des stagiaires font une candidature d'engagement dans les 5 ans qui suivent. Lever des couleurs, séances de sport et autres moments de cohésion, autant d'images qui resteront gravées dans les mémoires et à revivre plus en détail dans un prochain magazine de la rédaction sur Vosges Télévisions. On se retrouve à nouveau au musée militaire de Vincé. Je vous retrouve Pascal Lénère. Je rappelle que vous êtes conservateur bénévole ici au musée. Et pour cette dernière séquence, je vous ai demandé de nous choisir des objets qui ont une petite histoire particulière. Vous avez souhaité nous parler tout d'abord de cette moto. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Déjà, d'où elle vient? Oui, tout à fait. Alors, cette moto, c'est une Monet Goyon qui date à peu près, on n'a pas pu la dater exactement, mais elle est 1939 ou 1940. Et puis surtout, la particularité de cette moto, donc, qui est un modèle SG3 de 100 cm3, eh bien, vous voyez ici, c'est qu'on voit la croix de Lorraine avec les signes FFI, donc Force française de l'intérieur. Elle a participé en fait à la libération de Paris, cette moto-là. Ah, d'accord. Elle vient de la région parisienne
Elle a été en fait mise en vente il y a quelques années en région parisienne. Elle est sortie d'une grange. Okay. Et elle a été achetée par un Vosgien qui malheureusement, ou peut-être une chance pour nous, ne l'a pas restaurée et a souhaité en fait la céder. Et donc on a pu en fait acquérir cette moto-là qui n'était pas du tout en état de fonctionnement. Là, il manquait des morceaux dans la boîte de vitesse, il n'y avait plus de poignées, il n'y avait plus de choses comme ça. Donc vous avez dû la retaper un petit peu. Voilà, on a fait appel à quelqu'un qui effectivement collectionne ce genre d'objets et puis il a trouvé les pièces qu'il fallait et aujourd'hui elle reroule. Donc l'année dernière, elle est revenue roulante au musée et donc même le maire de la commune de Vincey, M. Thierry Gaillot, a pu l'essayer, a pu faire un petit tour avec cette machine. Donc pièce unique. Pièce unique, hein. Je rappelle, donc c'est quand même une moto qui a participé à la libération de Paris, quoi. Donc c'est quand même une pièce qui est très très intéressante, quoi. Voilà. Et une des dernières que vous avez acquis d'ailleurs ici, hein. Une des dernières, une récente. Oui, voilà, une pièce relativement récente, parce que ça fait à peu près 2 ans qu'elle est maintenant, qu'on l'a récupérée, quoi. Et vous avez choisi également de nous présenter cette gourde. Ça aussi, c'est une de vos toutes dernières acquisitions, qui est une pièce particulièrement originale. Cette semaine, en fait. Cette semaine, voilà, mais c'est tout neuf. On a bien fait de venir. Lundi matin, je l'ai récupérée lundi matin, vous voyez. Donc, en fait, cette pièce est un petit peu particulière parce que c'est une gourde de réserviste allemand. En fait, elle a une double utilité, je dirais. En fait, c'est une fiole. Hein. À l'époque, les soldats ou les hommes, même les civils, qui après leur service militaire, puisqu'elle était en fait offerte par les Allemands en récompense d'avoir servi pendant 2 ans bons et loyaux services pour la patrie donc allemande. Mais alors celle-ci a une petite particularité, c'est qu'elle est notée Dieuze, 138e infanterie régiment de Dieuze. Alors, il ne faut pas oublier qu'en 1871, une partie de l'Alsace et de la Lorraine est annexée donc, par les Allemands, que Dieuze fait partie donc, de cette partie annexée. Et beaucoup de Mosellans, notamment, parce que quand on parle de l'Alsace et de la Lorraine, il faut enlever quand même la Meuse, il faut enlever la Meurthe-et-Moselle. Mais c'était principalement plutôt des Alsaciens et des Mosellans. Et donc là, ici, en Moselle, à Dieuze, eh bien, vous aviez un régiment allemand qui a d'ailleurs participé au combat de la bataille du Grand Couronné, donc à l'entrée de Nancy, jusqu'à Roselieu. Voilà. C'était un peu les ancêtres des malgré nous, hein, parce que exactement. C'était des gens qui étaient français, qui sont devenus allemands et qui ont dû combattre pour l'Allemagne contre les Français. Ce sont, comme vous le dites, ce sont effectivement des Français, à la limite, des Français qui ont combattu d'autres Français pendant cette période-là. Alors, elle a la particularité d'être complète, donc c'est quand même une pièce qui est très, très intéressante. Vous avez ici la petite partie qui s'ouvre, dans laquelle on devait certainement mettre des allumettes, puisque de l'autre côté, quand vous l'ouvrez, quand vous alors on voit que c'est un pactage allemand que vous avez au dos ici. Hein. Et donc en fait ici vous aviez dans cette partie, vous aviez avec le petit élastique, les cigarettes, effectivement où on logeait les cigarettes. Et puis une jolie image derrière qui rappelle un peu les images d'Épinal d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et le petit verre, le petit gobelet que vous aviez au-dessus dans lequel la personne pouvait mettre son schnapps et puis quand il allait au bois après la guerre. Une pièce en très bon état, vous l'avez reçue comment celle-ci? En fait, c'est un ami collectionneur qui me l'a cédé, qui me l'a proposé. C'est une vraie chance. Oui, c'est une chance que j'ai eue de pouvoir acheter en fait cette pièce-là, une pièce intéressante. Et donc juste à côté de nous, Pascal Laurent, également bénévole ici au musée militaire de Vincey. Bonjour. Bonjour. Donc vous, ça fait combien d'années que vous êtes bénévole ici? Moi, je suis jeune bénévole. Jeune bénévole. Jeune retraité, collectionneur, passionné. Et puis voilà, je mets ma contribution au musée pour faire évoluer un peu au niveau des vitrines. Voilà. Et d'ailleurs, vous travaillez sur un événement qui aura lieu prochainement. On va en profiter pour en faire un petit peu la promotion. Expliquez-nous, ce sera le 4 mai. Ce sera le 4 mai au couvent de Porcieux. Voilà, un événement par rapport aux 7 maquisards qui ont été tués le 4 mai de 1944. Donc je reconstitue tout un décor, notamment l'arrière d'une ferme, un poste de commandement avec plus de 20 mètres carrés d'exposition pour chacun des décors. Voilà. Anniversaire des 80 ans, donc il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup, oui. Voilà. Très bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci. On regarde tout de suite les infos de la semaine. C'est parti pour 30 mois de travaux. Nous sommes rue Jacquard à Épinal, dans le quartier de Bitola-Chambauvert, qui est en cours de réhabilitation depuis 2016 dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain. Ici, 144 logements du bailleur social Épinal Habitat vont subir d'importants changements. Ils seront entièrement repensés thermiquement. Des balcons et des ascenseurs seront installés pour mettre en place un nouveau confort de vie. Coût global des travaux, 10 millions d'euros avec une durée estimée d'intervention de 20 jours dans chaque appartement.
L'heure était au vote du budget au conseil municipal d'Épinal jeudi soir, un budget à près de 79 millions d'euros qui s'équilibre grâce à un emprunt supplémentaire à hauteur de 3 millions d'euros, ce qui a valu un vif échange entre le maire Patrick Nardin et le chef de file de l'opposition, ancien premier adjoint et adjoint aux finances, Benoît Jourdain. Nous constatons que vos capacités de remboursement fondent comme neige au soleil. L'épargne brute est annoncée à des niveaux historiquement bas, un seuil d'alerte, un seuil critique qui nous interpelle. Et il n'empêche qu'il va falloir que les Spinaliens passent à la caisse. Qu'en sera-t-il si l'épargne de la collectivité continue à se dégrader? Les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient aujourd'hui, font tous état du fait que c'est dur partout. Pourquoi c'est un peu plus dur pour Épinal? Parce que la situation financière, vous la connaissez. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Vous avez été adjoint aux finances, vous connaissez la grosse difficulté qu'a toujours eu la ville pour boucler ce budget. Mais là, avec les conséquences de crise que l'on vient de prendre, c'est vrai, c'est dur, c'est très très dur. Benoît Jourdain qui est revenu à la charge notamment sur le coût jugé dispendieux, autour de 5 millions d'euros, du futur lieu de stockage des archives de la ville et de la communauté d'agglomération sur le site de la friche Bragard. Patrick Nardin, lui, s'est engagé à maintenir la capacité d'investissement en faisant des économies sur la masse salariale et en regroupant certaines écoles. Le budget 2024 a été adopté avec 29 voix pour, 8 contre et 2 abstentions. Et ben voilà, c'était le mauvais moment. Vous pouvez relâcher le poing. Un geste simple qui peut sauver de nombreuses vies. Pour ce rendez-vous bimestriel à l'espace court d'Épinal, ils étaient près de 200 mardi à donner leur sang, dont 5 pour la première fois. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour soigner 1 million de patients en France, 1 500 dans le Grand Est. Avec les jours fériés du mois de mai, l'établissement français du sang s'attend à une tension importante sur les réserves. Dans l'esprit des Jeux Olympiques de Paris, un marathon du don sera également organisé par l'EFS le 9 juillet prochain. Vous avez entendu ce roulement de timbales et ce thème qui monte et qui descend inlassablement, c'est vrai qu'il évoque les vagues qui s'engouffrent dans cette caverne de Fingol. C'est la force des grands compositeurs, installer une ambiance, la mélancolie des paysages écossais en l'occurrence. L'œuvre de Félix Mendelssohn dans cette ouverture baptisée Les Hébrides, composée en 1830. Et quand un narrateur, ici le journaliste de France Musique Max Dozolm, vous explique, tout s'éclaire davantage. Le public de la Louvière à Épinal samedi soir et de Certigny dimanche sur ces images a ainsi eu droit à un nouveau concert de très haute tenue le week-end dernier. Interprété par l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image, dirigé pour l'occasion par Victor Jacob, avec un soliste qui a envoûté son auditoire, Arthur Stockel, dans son interprétation du concerto pour clarinette de Carl Maria von Weber. Arthur Stockel, première clarinette de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, avait avant ce concert dirigé samedi matin une masterclass au Conservatoire Gauthier d'Épinal. Prochain rendez-vous de l'orchestre de la communauté d'agglomération début juin à Vaudéville, Chaumouzet et Bellefontaine, avec cette fois le hautbois de Gabriel Pidou à l'honneur. Et voilà, l'hebdo est terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Le musée militaire, lui, rouvrira ses portes le 8 mai. Je vous dis à la semaine prochaine.